Et bon, je me présente, je suis Mapuche, du sud du Chili. Et au Chili, j'ai fait des études pour devenir prof d'histoire, et on a créé un groupe de chercheurs Mapuche autochtones qui ont travaillé dans plusieurs disciplines, l'histoire, la science politique, la philosophie, et en rapport au mouvement Mapuche autochtone au niveau politique. C'est comme l'apport technique, par exemple, quand il y a des revendications des terres, on fait les études historiques avec les sources historiques qu'il y a dans les archives et tout. Et bon, j'ai fait ça. Cette semaine, j'étais dans les négociations de la COP21 pour voir ce qui se passe. Et pour moi, c'est un plaisir aussi de revenir à Rennes, parce qu'avant, j'ai étudié en 2008-2009. J'ai fait mes études ici à Rennes. J'ai passé une année à Bilbao, au Pays Basque. En même temps, c'est intéressant parce qu'il y a avec les présentations que j'ai écoutées, il y a des mêmes problématiques, par exemple en rapport à la revitalisation de la langue, par exemple l'euskera, ici c'est le breton. La plupart des chercheurs parlent de l'origine du mouvement Mapuche après de 1990, au moment du retour de la démocratie. Mais historiquement, il faut comprendre qu'après la guerre qu'a fait l'État chilien et l'État argentin ensemble, une guerre de colonisation en 1883, en 1907, après cette guerre, le mouvement Mapuche a réalisé un parlement historique très connu qui s'appelle Futa Chagun. Futa, c'est grand, Chagun, c'est une espèce de parlement des dirigeants Mapuche et tout. Et cet événement s'est passé au milieu de la cordillère des Andes. Et au niveau historique, on peut dire que c'est l'origine, le début du mouvement Mapuche en 1907. Parce qu'en 1910, il a commencé à se créer plusieurs organisations Mapuche. À cette époque-là, c'était la Société Caupolicán. Et c'était une organisation Mapuche avec des Mapuche professionnels, là, en 1910. Et après commence une série d'organisations Mapuche, particulièrement dans les espaces urbains. Rapidement, arrive la réforme agraire en 1962, avec tous les. À ce moment-là, il y avait une idéologie, pour dire, révolutionnaire avec la réforme agraire. Mais en même temps, par exemple, pour les chercheurs chiliens, on vient d'étudier la réforme agraire en 1962 et 1973, au moment qu'arrive le coup d'État de Pinochet. Il y a beaucoup de chercheurs chiliens qui disent que les Mapuche voulaient faire la révolution à cette époque-là, parce qu'il y avait des Mapuche, de la jeunesse Mapuche qui participait de la réforme agraire, c'est-à-dire de la récupération de latifundios. Et si on parle au niveau continental sur la situation des droits des peuples autochtones, l'Argentine et le Chili sont totalement différentes au rapport que le système administratif est différent. En Argentine, il y a les États sont plus autonomes, les États. Il y a des provinces. Au Chili, il n'y a pas ça, c'est plutôt centralisé. Et comme ça, je passe à la deuxième partie, c'est que l'État, à partir du moment de la revendication, la cristallisation plus grande du mouvement Mapuche, avec les activités plus radicales de Mapuche, l'État commence à dire, bon, on va faire des programmes pour les autochtones, et ces programmes s'appelaient à cette époque-là le programme Origines. Et la phrase qu'il disait, c'était « Tu peux te développer depuis ton origine ». C'est-à-dire, l'État a fait un prêt à la Banque interaméricaine de développement, BID, avec plusieurs millions de dollars pour faire des programmes culturels associés à l'artisanat Mapuche, la santé Mapuche autochtone. On entend de dire et d'utiliser, par exemple, ces discours. Il y a un anthropologue nord-américain qui parle de indios buenos, indios malos. C'est-à-dire que l'État dit, vous êtes les Mapuche qui revendiquent les droits à la terre, les droits collectifs, mais vous êtes trompés dans une stratégie parce qu'il y a des Mapuche qui sont très contents avec nos politiques,
qui reçoit l'argent et tout. Et vous êtes. C'est pas légitime votre lutte pour les droits collectifs. C'est-à-dire l'État utilise. Bon, les Mapuches sont terroristes. Les gens qui demandent des droits collectifs sont terroristes. Les autres sont des bons Mapuches. L'indio bueno. C'est qui reçoit, qui ne dit pas, et non, je n'ai pas envie de ça. C'est l'indio qui reste sans dire rien. Et l'État, jusqu'à aujourd'hui, utilise ça. Non? Et comme aujourd'hui, par exemple, il y a un anthropologue mexicain qui parle de la ethnophagie. C'est-à-dire comment, actuellement, en Amérique latine, commence tout un processus de mélange entre le néolibéralisme et les luttes autochtones. C'est-à-dire qu'on peut mettre cette réflexion en rapport à analyser le capitalisme comme non? Comment le capitalisme actuellement a été hyper intelligent pour en même temps créer par exemple à Chiapas ou chez les Mapuches le tourisme de résistance. C'est-à-dire qu'il y a des packs par exemple à Paris, avant-hier, à la Bellevilloise, il avait un pack pour faire un tourisme de résistance à Chiapas. Mais tu peux payer avec carte Visa, CD, Mastercard. Entonces, c'est-à-dire que comment se mélangent actuellement les systèmes néolibéraux en même temps avec les politiques autochtones. Par exemple, et c'est ça que les peuples autochtones à la COP21 ont dit, nous, on n'a pas un système capitaliste, on n'a pas un système extractiviste. Et de l'autre côté, l'État, par exemple, chilien, ou ça se passe aussi en Nouvelle-Zélande, dit oui, mais vous pouvez rester autochtone, mais le système capitaliste en même temps. Et c'est ça que les débats aujourd'hui, c'est autour de ça, non? C'est comment arriver à l'autodétermination, à l'autonomie, et quel va être le système économique, non? C'est ça la discussion à la COP21, le dernier rapport qu'a fait la rapporteuse des droits des peuples autochtones des Nations Unies, Vicky Taoui, a lancé un appel aux États de la COP21 parce qu'ils ont voulu éliminer la notion des droits des peuples autochtones dans l'accord de la COP21. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est fini la COP21, les peuples autochtones sont exclus de la discussion, il n'y a pas de droits des peuples autochtones, et en plus les peuples autochtones, on peut dire que sont les propriétaires d'une grande partie de la forêt en Afrique et en Amérique latine. 5 millions de peuples autochtones en Afrique, plusieurs millions de peuples autochtones en Amérique latine. Et dans la discussion de la COP21, on a parlé avec plusieurs gens, des ONG et tout, qui ont pour sauver les autochtones. Et on dit, tout le monde disait, bon, il faut réagir au changement climatique. Mais la question, je pense que c'est l'envers, non? C'est comment dans la vie quotidienne on change les choses dans notre espace micropolitique, on peut dire, non? Parce que la fin, c'est de changer le mode de vie. Parce que, par exemple, les changements climatiques, on peut dire, bon, on va prendre des décisions pour diminuer les émissions, mais il faut changer en même temps le système de vie, les modes de vie, non? L'été au Chili, 7 février, il y aura, par exemple, des internats, des écoles d'été pour les gens intéressés pour reprendre la langue. Non? Et en même temps, c'est intéressant parce qu'ils cherchent à construire une autonomie, mais d'en bas. C'est-à-dire que l'autonomie se construit.